Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Stratégie, le magazine de l'économie actuelle. Ce soir, nous nous intéressons aux questions de migration et de mobilité de la jeunesse africaine. Avec près de 60% de la population qui a moins de 25 ans et un peu plus de 25 à 30% qui sont soit en situation précaire au niveau emploi ou alors au chômage, l'Afrique constitue un vivier important pour son propre développement. Malheureusement, de nombreux jeunes aujourd'hui préfèrent quitter leur pays à la recherche d'une herbe un peu plus verte ailleurs. Une migration parfois incontrôlée et incontrôlable que les gouvernements tentent de juguler avec l'action conjuguée des organismes internationaux comme l'Organisation internationale pour les migrations qui a recensé un peu plus de 40 millions d'Africains qui vivent hors des frontières de leur propre pays d'origine. Comment réussir à promouvoir une migration voulue et choisie? Comment faire de la migration et de la mobilité des jeunes une opportunité économique pour le développement du continent? Telles sont les questions au cœur de cette édition de Stratégie. Ne manquez pas notre focus sur le dialogue africain permanent, la première édition qui s'est déroulée ici à Yaoundé. Invité grand témoin, son Excellence Abdelrahman Diop. Il est chef de mission de l'OIM à Yaoundé avec compétences de coordination sur la Guinée équatoriale et Sao Tomé et Principe. Tout de suite, voici le sommaire de Stratégie. Au sommaire du magazine de l'économie actuelle, replongez au cœur de la première édition du dialogue africain permanent au Palais des Congrès de Yaoundé. En deuxième partie, les anciens Bosailleurs racontent leur parcours de migrants clandestins et leur chemin vers la réinsertion socio-professionnelle au Cameroun. Témoignages émouvants à suivre. Invité grand témoin du mois, son Excellence Abdelrahman Diop, chef de mission de l'OIM au Cameroun. Au menu des échanges, la promotion d'une migration voulue et contrôlée sur le continent et au Cameroun en particulier. Bienvenue sur Stratégie, le magazine de l'économie actuelle. Je vous le disais, notre invité grand témoin du mois est le chef de mission de l'OIM au Cameroun, son Excellence Abdelrahman Diop, qui nous accueille ici. J'ai envie de dire, nous l'accueillons, mais nous sommes chez lui, ici au siège de l'OIM. Bonsoir, monsieur le chef de mission. Je rappelle que vous êtes chef de mission de l'OIM au Cameroun avec compétences de coordination en Guinée équatoriale et Sao Tomé et Principe. C'est un peu, on va dire, la moitié de la sous-région Afrique centrale qui est sous votre coordination. La première question, elle va être directe. Quelle est la situation actuelle sur les questions de migration et de mobilité des jeunes en Afrique en général? Merci d'abord pour l'occasion d'être avec vous et de partager quelques notions sur cette question de la migration, du point de vue aussi de ses priorités, de ses enjeux. Donc merci pour l'occasion qui nous est offerte. Donc la situation de la migration, je dirais peut-être dans le monde de façon générale, il faut dire qu'aujourd'hui, le monde compte 304 millions de personnes qui vivent hors de chez eux. Donc, on a un nombre de plus en plus croissant de migrants, donc cette population qui va être sur une mobilité en lien avec d'autres raisons que celles, je dirais, des réfugiés, et qui sont donc des personnes qui ont besoin d'un accompagnement. 350 millions de personnes. Sur le continent africain, de façon précise, on parle à peu près de 21 millions de personnes qui vivent hors de chez elles, dans un autre pays.
Et là, il est aussi important de préciser que la migration africaine est d'abord intra-africaine. Donc, même si on a souvent cette appréciation qui nous donne l'impression que beaucoup de gens sont plutôt en Europe ou sur d'autres continents, la majorité, l'écrasante majorité des migrations africaines se tient et se fait en Afrique. Alors, pour bien comprendre les termes, pour que les téléspectateurs soient au même niveau d'information que nous, quand on dit migrants, est-ce que quand on dit migrants, on intègre des données comme les réfugiés, les déplacés internes dans les cas de conflit? Oui. Alors, la notion, effectivement, la question de la sémantique est extrêmement importante. Merci d'aborder ce sujet. Les migrants sont une catégorie de personnes qui sont hors de chez elles, dans un autre lieu de résidence, à partir de 6 mois, selon les règles, selon les normes OIM. Pour d'autres personnes, à partir de 3 mois. Pour d'autres États, je veux dire à partir de 3 mois. J'aime souvent citer Tanga Nord, Tanga Sud, de Esa Boto, qui montre Mongo justement... Betty. Exactement, Mongo Betty, qui montre justement cette migration interne dans un pays, donc tout simplement. Mais il faut dire que le réfugié est défini, lui, par le statut, par une convention de 1951. Donc c'est une personne qui va franchir une frontière internationale pour des raisons liées à la crainte de sa vie, pour des raisons liées soit à la race, à ses opinions politiques, à sa religion et d'autres considérations qui sont très clairement mentionnées par la Convention de 51. Maintenant, le migrant comprend la personne qui bouge dans son pays, n'a pas forcément besoin de franchir une frontière. Donc c'est là Tanga Nord, Tanga Sud. Et cette mobilité de Tanga Nord, Tanga Sud, elle est économique. Bon, il y a aussi notre mobilité due à des crises. Et c'est là qu'on appelle déplacés internes ou les déplacements forcés. Donc, un peu comme on en a avec le nord-ouest, le sud-ouest et même à l'extrême nord. À l'extrême nord, exactement. Et donc là aussi, il faut qu'on se comprenne que les déplacements forcés sont aussi dus à la fois à des conflits, mais aussi aux facteurs environnementaux. Donc, on peut avoir une population qui se déplace parce qu'il y a la désertification, parce qu'il y a des inondations, ou parce qu'il y a des éboulements. Vous connaissez le Cameroun avec tous les monts que ce grand pays abrite. Et donc tout ça peut être des causes de déplacement forcés. Et donc là, on parle de déplacés internes. Une autre catégorie qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle les ex-associés au groupe armé non étatique. Comme vous le savez, vous avez parlé de l'extrême nord. Avec la crise de Boko Haram, il y a beaucoup de jeunes Camerounais qui ont rejoint ce mouvement. Et le chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya, a étendu une main de paix à ces jeunes en leur disant « Rejoignez les centres de désarmement, démobilisation, désarmement et réintégration ». Donc quand ils arrivent, nous on les appelle ex-associés, parce que souvent il y a des jeunes qui les ont rejoints, mais il y a aussi des fois des femmes, des enfants qui sont nés dans ce parcours et qui justement méritent donc d'être accompagnés pour la réintégration. Donc voilà à peu près les cibles quand on parle de migrants. Donc ceux qui bougent pour des raisons économiques, ceux qui sont en mobilité pour des raisons forcées telles que le climat et les conflits à l'intérieur de leur propre pays, les ex-associés au groupe armé non étatique sont les catégories dont nous nous occupons. Alors, on va parler un peu de la migration hors du continent, avant de revenir sur cette migration intracontinentale qui est plus importante au niveau des chiffres. Comment comprendre que l'Afrique, qui est aujourd'hui, qui est présentée comme, on va dire, un champ fertile à cultiver pour tout le monde, le monde des opportunités, un monde ouvert pour le business, se retrouve parfois vidé de ces génies qui se disent que l'herbe est plus verte ailleurs? Est-ce que ce n'est pas un paradoxe un peu bizarre? Il y a un paradoxe. Est-ce qu'il est bizarre? Peut-être sans doute, mais il y a un paradoxe, effectivement, parce que c'est un continent extrêmement riche, un continent avec un potentiel très important, qui aujourd'hui d'ailleurs fait l'objet de beaucoup de rencontres. Vous avez suivi dernièrement le CEO Forum au Rwanda, à Kigali, vraiment qui montre tout le vivier que représente le continent africain. Mais malheureusement, vous savez, entre une opportunité et un potentiel et une opportunité concrète, il peut y avoir un fossé. Il peut y avoir un fossé qui, justement, va expliquer que ce potentiel n'est pas encore traduit en des termes d'opportunités concrètes sur le continent africain. Ce qui fait qu'aujourd'hui, selon les chiffres du BIT, vous avez à peu près 20% de la population jeune qui est sous-employée ou sans emploi, tout simplement. Donc, il y a paradoxe, il y a justement aussi un intérêt à ce que
l'ensemble des politiques sectorielles œuvrent ensemble pour justement transformer le potentiel en opportunités concrètes pour la jeunesse africaine. Là, c'est une question de politique publique des États pour permettre justement de capitaliser sur le potentiel qu'il y a au niveau de nos États. On en parlera tout à l'heure pour voir comment l'OIM accompagne également les États africains pour notamment cultiver une migration voulue et surtout choisie. On va parler du dialogue africain permanent auquel vous avez participé le 28 avril dernier. Vous étiez l'un des acteurs majeurs de cet événement organisé par le CIDP. Quel est le bilan que vous tirez de cet événement? D'abord, un bilan extrêmement positif. Nous avons été émerveillés, encore une fois, si le besoin encore en était, de voir le dynamisme d'une organisation de la société civile camerounaise dans justement sa capacité à mettre sur pied un événement majeur où le jeune ou la jeune camerounaise était au centre, pour ne pas dire la jeune africaine, tout simplement. Et donc, c'était un événement qui nous a permis de ramener effectivement les projecteurs sur les jeunes le temps d'une journée avec la présence très hautement appréciée de Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, qui était donc le patron de l'événement, comme on dit, et bien entendu en présence de plusieurs autres officiels, ambassades, etc. Donc on a réussi, le temps d'une journée, comme je le disais, ramener des projecteurs sur les jeunes en présence des officiels. Et donc c'est en cela que c'était un événement extrêmement réussi. Ramener sur la table les jeunes, les officiels, ça a permis de discuter de certaines questions importantes, notamment lors du side event que vous avez tenu avec la présence très remarquable du représentant résident de la CEMAC au Cameroun, où vous avez parlé des questions de mobilité au niveau de la CEMAC. À quel point les recommandations qui sont tirées de ces side events et même du DAP en général coïncident ou alors cadrent avec votre travail sur le terrain ici? Merci pour la question. Notre travail se résume, si je dois le résumer, c'est promouvoir une migration sûre, ordonnée et régulière, lutter contre les facteurs obligeants à la migration. En deux mots, c'est de faire en sorte que la migration soit voulue et non subie, pour tous les acteurs d'ailleurs. Les recommandations qui sont ressorties sont très alignées avec justement cette démarche. Déjà au niveau du side event sur la CEMAC, où on se rend compte que, pour la première fois, on avait une discussion centrée sur la sous-région. Où chacun a pu dire ce qui n'allait pas. Exactement. Et donc on avait dans l'audience des ressortissants du Gabon, de la Centrafrique, de la Guinée équatoriale, qui avaient des témoignages poignants sur la question de la gestion des frontières. Comment est-ce que le voyage se passe par terre, les défis liés au statut d'étudiant dans le pays d'accueil, les défis liés à l'intégration, l'emploi, et même la question du genre. Comment est-ce que la jeune fille migrante de la sous-région quels sont les défis auxquels elle peut être confrontée, qui sont spécifiques à son genre. Et donc tout ça a permis effectivement de faire ressortir déjà de mettre en lumière les défis auxquels ils peuvent être confrontés. Je vous l'ai dit tout à l'heure au début de mon propos, la migration africaine est d'abord intra-africaine. Donc il faut aussi que nous nous intéressions aux défis de cette migration dans cet espace sous-régional, et celui qui nous accueille, c'est l'Afrique centrale aujourd'hui. Et deuxièmement, au-delà des défis auxquels ils étaient confrontés, il y a eu des pistes de solutions. Ce sont des jeunes qui ont été brillants en proposant effectivement que le représentant de la CEMAC ou moi-même, nous travaillons ensemble pour les accompagner par rapport à un certain nombre de sujets pertinents. Et enfin, au plan du DAP au sens large, comme je le disais aussi, c'était vraiment un moment où la dimension politique, n'est-ce pas? Donc on a réussi, le temps de cet événement, à réconcilier le terrain, les réalités individuelles, intrinsèques. Après, on s'est rendu compte que c'était partagé par la majorité des participants. Réconcilier ces réalités avec les politiques.
Et ça a donné lieu à une série de recommandations et même une déclaration qui a été lue justement à la fin de l'événement, qui montrait que justement c'était très pertinent de se parler à ce moment précis. Je vous propose de revenir en long et en large sur cet événement, sur ce dialogue africain permanent, la première édition qui s'est donc tenue ici même à Yaoundé au Palais des Congrès. Pendant 24 heures, les jeunes d'Afrique, du Cameroun, se sont réunis autour des autorités pour discuter autour du thème jeunesse et migration, structurer et financer durablement les systèmes jeunesse africains. Une thématique importante pour un événement organisé par le Conseil international de dialogue et de partenariat et qui a réuni une belle brochette d'acteurs et d'experts des questions de mobilité de la jeunesse. C'est un reportage qui a été réalisé avec Richard Mani Ongene au montage et Arnold Ndal à la caméra. Mardi 28 avril 2026. Debout depuis les premières heures de la matinée, Dave Mamenene s'active comme jamais dans les couloirs du Palais des Congrès de Yaoundé. Le coordonnateur général et maître des cérémonies du dialogue africain permanent n'a pas une seule minute de repos depuis son arrivée sur le site de l'événement. Accueil des invités, réglage technique, gestion de la salle, chaque geste est réglé comme sur du papier à musique pour éviter le faux pas. Hors de question que cette première édition ne soit un flop. Ça se passe relativement bien. Nous sommes au-delà de nos espérances. En termes de participation, on a des écoles qui n'étaient pas sur notre préliste, mais compte tenu de la dimension et puis de la thématique abordée, nous avons eu des sollicitations de dernière minute. Non, on va pas non plus laisser les jeunes de côté. Ils sont intéressés, ils se sont inscrits massivement en ligne pour prendre part à cette activité. Nous pensons que même si les places assises sont, je vais dire, tout occupées, c'est la jeunesse, c'est l'énergie, c'est encore assez de force. Ils pourront tenir debout le temps pour nous de pouvoir ajuster avec d'autres sièges. Une organisation quasi militaire, une thématique recherchée et surtout des invités triés sur le volet. Pour sa première, le dialogue africain permanent a choisi de ne pas faire dans la dentelle. Comment comprendre le choix du thème? En quoi la mobilité des jeunes peut-elle devenir un moteur pour le développement économique du continent? Que retenir de ces assises de Yaoundé? Retour sur la première édition du dialogue africain permanent, une initiative du CIDP, le Conseil international de dialogue et de partenariat. Au-delà d'être une simple crise humaine qui implique la fuite des talents africains vers le vieux continent, où selon eux l'herbe est plus verte, l'immigration est avant tout un puissant marqueur économique. Chaque année, des millions de jeunes Africains quittent leurs campagnes délaissées ou leurs villes sous-employées pour rejoindre d'autres régions du continent et du monde, attirés par des marchés du travail plus dynamiques. Une migration majoritairement clandestine qui se termine parfois de manière tragique dans les eaux glaciales de la Méditerranée, privant le continent d'une main-d'œuvre et surtout de cerveaux à même de contribuer à son essor économique. C'est dans le but d'adresser cette question et de proposer des solutions concrètes aux problèmes de mobilité des jeunes Africains que le dialogue africain permanent institué par le CIDP se tient à Yaoundé. Nous avons voulu organiser ce dialogue africain permanent pour mettre les sujets sur la table, notamment celui de la migration. Et c'est à tort, nous pensons que la migration est considérée comme une crise. Elle devrait plutôt être considérée comme un facteur de développement, étant donné que les êtres humains sont appelés à être mobiles. Maintenant, l'idée, c'est comment est-ce qu'on rend cette migration encadrée, comment on la rend davantage productive, comment on la rend davantage au service de la jeunesse. Et l'idée pour les jeunes aujourd'hui, le message que nous portons, c'est non pas qu'il ne faut pas partir, mais il faut pouvoir avoir la possibilité de rester, d'avoir toutes les informations pour, avoir toutes les opportunités pour. Et ça, nous nous tenons à leur côté pour cela. Et surtout, lorsqu'on décide de partir, que ce soit un choix,
que ce soit encadré, qu'on sache exactement quel est le plan derrière, parce que ces mobilités sont des atouts en termes de développement, de renforcement de capacités, de développement des compétences, d'accès à différents marchés, d'avoir davantage d'emplois, mais surtout ne pas oublier que lorsqu'on part, il faut aussi repenser à revenir. Revenir pour sa famille, revenir pour sa communauté, revenir pour son pays et surtout pour son continent. Une journée entière, c'est le timing choisi par le Conseil international de dialogue et de partenariat pour la tenue de cet événement. Conférences plénières, side events, hackathons, expositions, un joli package bien structuré pour permettre aux participants de rester mobilisés pendant les 10 heures qu'auront duré cette première édition. Premier temps fort, la leçon inaugurale. Délivrée au cours de la cérémonie d'ouverture par le professeur Jean-Emmanuel Pondy, elle a permis de poser les jalons des échanges de la journée. L'Afrique, c'est aujourd'hui 1,5 milliard d'habitants, selon les dernières projections consolidées, et plus d'1 milliard de ces habitants ont moins de 35 ans. L'Afrique est le seul continent au monde dans cette posture démographique. Le seul. Selon l'Organisation internationale du travail, le chômage des 15 à 24 ans en Afrique subsaharienne dépasserait 12% en moyenne officielle. Mais en réalité, quand on compte le sous-emploi, quand on compte les emplois dits informels ou précaires, on arrive très bien autour de 40% des jeunes qui sont dans cette catégorie. Qu'en est-il de la migration dans ce tableau? Les récits divergent profondément selon que l'on lise le Financial Times à Londres ou bien que l'on écoute à partir de Cotonou, d'Abidjan, de Nairobi, les radios locales. Premièrement, la migration africaine est, dans sa grande majorité, d'abord intra-africaine. C'est-à-dire que la majorité des Africains qui quittent un pays africain se dirigent d'abord vers un autre pays africain, et ce, à des forts taux de pourcentage. Une leçon inaugurale suivie avec attention qui a suscité de nombreuses interrogations, notamment chez les jeunes participants. Mes attentes, c'est de pouvoir avoir une autre vision des choses. Tout à l'heure, le professeur Emmanuel a parlé, Pondy a parlé de rester au Cameroun pour pouvoir développer notre propre pays, mais ils ne nous disent pas quoi rester faire. La problématique de la jeunesse doit être pensée profondément avec la jeunesse. Question d'interroger la jeunesse déjà pour savoir qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle entend faire. Et maintenant encadrer la jeunesse dans le sens de ce qu'elle veut. Pas nécessairement lui donner ce qu'elle veut, parce que ce que la jeunesse peut vouloir peut ne pas être nécessairement bien pour elle-même. Et donc il s'agit de l'encadrer avec l'expérience ou les expériences partagées des aînés, que ce soit des aînés restés sur le continent ou ceux ayant emprunté les chemins que la jeunesse voudrait emprunter. Il est important effectivement de changer déjà les perspectives. Si vous voyez un problème comme un obstacle, vous n'avez pas trouvé la solution idoine. Donc il est important, je crois, de changer de narratif même. Les migrants sont partis. Beaucoup ne reviendront même plus. Mais ils ont toujours dans leur sang le pays dont ils sont originaires, quoi qu'ils disent. Donc je crois qu'il faut plutôt aborder la présence de ces migrants dans le monde entier comme une aubaine pour nous, de tirer la substantifique moelle de leur savoir, de leur connaissance, de leur expérience, pour féconder le Cameroun et l'Afrique. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Mais avant tout, il est plus qu'important de comprendre et de connaître ce qui pousse tant de jeunes à se lancer dans l'aventure. Au Cameroun, 2 corps de métier sont particulièrement frappés par la fuite des cerveaux, l'enseignement et le corps médical. Une saignée considérable avec des statistiques à couper le souffle. Tenez par exemple, selon des statistiques du ministère des Enseignements secondaires rendues publiques en octobre 2023,
1573 enseignants camerounais, dont 600 pour la seule région de l'Ouest, ont abandonné leur poste pour rejoindre l'Occident, plus particulièrement le Canada, qui absorbe depuis une dizaine d'années un nombre important de migrants camerounais. La première cause, ce sont les conditions de travail. Nous avons dit qu'au Cameroun, un enseignant du primaire, par exemple, c'est ce qu'on appelle les vacataires, sont recrutés et touchent 50 000 francs comme salaire. Qu'allez-vous faire avec 50 000 francs dans une ville comme Yaoundé en tant qu'enseignant? À combien allez-vous payer votre loyer? À combien allez-vous vous soigner? Et à combien allez-vous payer l'école de vos enfants? Ces questions se posent. Ce sont des questions existentielles qui constituent le premier problème de l'enseignement au Cameroun. Il s'agit de revaloriser les conditions salariales de l'enseignant au Cameroun. Des questions existentielles, conditions de travail pas toujours adaptées, tissu économique pas assez structuré pour absorber le nombre sans cesse grandissant de professionnels formés au pays. Les raisons données par les enseignants sont quasiment les mêmes que pour les professionnels de la santé. Chez eux, la saignée atteint des proportions encore plus inquiétantes. Au Cameroun, le ratio est de 1 médecin pour environ 10 000 habitants selon les statistiques de l'OMS, et ce, malgré le nombre important de médecins sortis des grandes écoles chaque année au pays, cumulé à celui de ceux partis se former à l'étranger. Selon les statistiques de 2024, le pays fait face à un déficit d'environ 68 000 personnels soignants. En 2018, l'Ordre des médecins au Cameroun annonçait environ 5 000 médecins camerounais exerçant à l'étranger, un nombre supérieur à celui de médecins exerçant au pays. Le tissu hospitalier camerounais est insuffisant pour gérer tous les médecins qui sont formés. Aujourd'hui, le Cameroun forme en moyenne 800 médecins, 800 000 médecins par an. Et la fonction publique en absorbe maximum une centaine par an. Donc vous voyez donc bien qu'il y a un gap qu'il faut absorber. Et le secteur hospitalier privé n'est pas bien structuré pour pouvoir absorber tout ce monde. Il y a également un problème d'accès au financement pour que les médecins puissent se lancer dans l'entrepreneuriat médical à leur propre compte. On n'a donc pas de mastodontes ou des investisseurs suffisamment puissants pour développer des chaînes d'hôpitaux privés pour pouvoir absorber tout ce monde. Se diversifie tout comme les routes et les destinations. Absorber le personnel qualifié formé sur place, lui offrir des conditions de travail à la hauteur de leur stature sociale, les réclamations ne manquent pas, autant que les mesures à prendre. De nombreux recrutements annoncés au sein de la fonction publique ne suffisent pas toujours à absorber ce problème. D'où la nécessité de mesures plus fortes et plus attractives pour les jeunes. Notre continent a aujourd'hui 1,4 milliard d'habitants quand même. Ça veut donc dire que c'est un niveau qu'on appelle une masse critique importante. Je crois qu'elle peut absorber. Il y a plutôt un déficit aujourd'hui d'expertise en Afrique. Ce n'est pas un trop-plein, c'est un déficit. Si vous avez 1,4 milliard d'habitants et que vous avez la ZLECAf qui couvre l'ensemble du continent, il faut bien avoir des stratégies pour pouvoir occuper cela avant que d'autres ne reviennent encore reconquérir l'Afrique et reconquérir leur leadership de l'Afrique. C'est de ceux dont il faut avoir peur aujourd'hui parce que nous ne sommes pas bien organisés, parce que nous nous hésitons, parce qu'il y a des tribalistes parmi nous, parce qu'il y a des je ne sais pas trop quoi. Donc je crois qu'il faut vraiment sortir de cette logique et comprendre que nous avons une bouée de sauvetage qui est par exemple la ZLECAf. Comment nous nous organisons? Les compagnies aériennes par exemple, pourquoi ne font-elles pas des consortiums? Je ne sais pas, il y a des grandes compagnies aériennes, pourquoi est-ce qu'elles ne s'organisent pas pour quadriller le ciel africain et puis le monopoliser? C'est possible, c'est faisable. Et les grandes banques, c'est la même chose. Les banques africaines, elles doivent s'organiser dans ce sens aussi. La question, c'est de savoir comment améliorer notre circonstance ici, notre contexte, pour le rendre attractif pour eux. C'est ça la vraie question. Et moi, je ne crois pas qu'on gagnera beaucoup de choses en prétendant que les administrations, les services publics, les politiques publiques n'ont rien à voir avec le départ massif. Les jeunes qui sont là n'en peuvent plus j'allais dire, du régime qu'on leur impose en termes de discrimination, en termes de corruption, etc. C'est ça qui explique leur départ, c'est rien d'autre. Donc si nous changeons cela, ils auront tendance à rester et à voir qu'en fait, l'Afrique est l'endroit où il faut être. Ce n'est pas l'endroit dont il faut partir. Non, c'est un mauvais calcul. La plupart des gens, au regard de la richesse de l'Afrique,
qui est faramineuse. Cherche plutôt comment arriver et s'incruster en Afrique. Et nous, quand on a 70 000 personnes qui partent, ils sont des cerveaux chaque année, on ne va pas développer l'Afrique avec cette modalité-là. La mobilité intra-africaine, ou mieux encore, la libre circulation des personnes et des biens. Une des solutions longtemps voulues et préconisée par de nombreux experts sur le continent. Malgré la création et la mise en place de la ZLECAf, la zone de libre-échange économique africaine, l'instauration de la libre circulation en zone CEMAC, de nombreux goulots d'étranglement persistent. Au cours du Side Event organisé en partenariat avec l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, avec la présence du représentant résident de la CEMAC au Cameroun, des jeunes venus des 7 pays de la sous-région Afrique centrale ont eu l'occasion d'échanger avec ses responsables et de poser ainsi les difficultés liées à la mobilité tant intracommunautaire que continentale. Il y a un véritable défi, premièrement, d'intégration sous-régionale, je vais plutôt dire peut-être de libre circulation. Il est certes vrai que depuis 2017, un partenariat a été signé, mais j'avoue que ces choses, à mon avis, restent sur le papier. Il me souvient, quelques années, en 2019 par là, j'avais eu l'expérience de partir en Guinée équatoriale pour un séjour de 2 jours. Ça n'avait pas été vraiment facile pour moi, déjà d'abord pour traverser la frontière. Pourtant, je crois que la libre circulation qui est sur le papier devrait permettre d'éviter cela. En zone CEMAC, on sait que lorsque il y a migration, c'est généralement, en ce qui concerne la jeunesse, à des fins académiques. En ce qui concerne le Gabon, par exemple, quand les jeunes Gabonais viennent au Cameroun, c'est pour les études. C'est pareil pour la communauté tchadienne, pour les Congolais, les Centrafricains. Et le pays dans lequel il y a beaucoup de jeunes qui viennent pour apprendre, c'est le Cameroun. Mais c'est un peu déplorable de trouver des difficultés au niveau de rentrée et au niveau de venir, parce que si on doit rencontrer des difficultés au moment de rentrer, pour peut-être aller voir la famille, ou au moment de venir, pour venir fréquenter, d'autant plus qu'on nous demande même des visas d'étudiants de 110 000. Donc, on se pose la question de savoir à quel niveau cette libre circulation-là est bel et bien effective. Ce à quoi le représentant résident de la CEMAC, Pierre-Guillaume Boumbissaï, a répondu. C'est un gros enjeu. Je crois que c'est l'un des points d'intérêt principaux de l'ensemble des citoyens communautaires et forcément des jeunes, parce que nous ne parvenons pas encore à créer ce que les chefs d'État ont décidé, c'est-à-dire un espace ouvert où la jeunesse notamment peut librement se déployer, entreprendre, innover, se déplacer. Parce que lors même que les textes existent, dans leur mise en œuvre, il y a encore parfois quelques résistances. Il faut savoir que cela demande aussi la mise en place de tout un environnement. Il y a eu un long chemin qui a été fait, mais le chemin est encore difficile parce qu'il y a un environnement global qui doit être créé. Nous avons adopté des textes, on a cité ça tout à l'heure, 2013, la suppression des visas, 2017, je crois, le passeport biométrique, 2019, la politique des immigration et des sécurisations des frontières. Mais nous n'avons pas, si nous avons fait l'harmonisation du passeport, nous n'avons pas encore harmonisé la carte d'identité. Ça fait partie de ces éléments de l'environnement dont je parle. Parce que vous verrez qu'il est plus facile de circuler avec le passeport biométrique CEMAC qui existe, effectivement, qui est déjà opérationnel. Le Gabon a été le dernier à l'adopter en 2019 et à le mettre en œuvre. Mais la carte le passeport biométrique facilite un peu les choses. Nous n'avons pas une carte d'identité qui est harmonisée. Donc vous verrez, j'ai envie de dire de façon étrange, qu'il est parfois plus facile de circuler entre les pays lorsqu'on prend l'avion que lorsqu'on prend la route. Qui affecte les questions donc de paix et de cohésion sociale. Au-delà des simples échanges, cette rencontre dans un format B2B a permis aux jeunes étudiants ressortissants des pays de la CEMAC de s'informer à la bonne source sur les questions de politique migratoire au sein de la sous-région et des actions concrètes posées par la CEMAC et les autres organismes internationaux tels que l'OIM pour encadrer cette mobilité jeune et en faire un levier pour le développement de la jeunesse. Les sociétés africaines sont des sociétés éblouies.
Pourquoi elles sont éblouies? Parce que ce sont des sociétés, du fait notamment de médias mondialisés, qui sont séduites, qui sont fondamentalement écrasées par les images de l'ailleurs et de l'en dehors. Et cet éblouissement global explique au fond la demande et le désir d'ailleurs qui pousse la jeunesse essentiellement à se rêver, à se penser en dehors d'elle-même et en dehors du continent. Et cet éblouissement est problématique parce qu'au fond, il projette une image qui est une image pas réelle de ce que, au fond, ils sont et de ce que ces lieux sont. Les sociétés de l'éblouissement sont essentiellement des sociétés africaines éblouies par l'Occident. Ensuite, l'encampement. C'est la deuxième problématique dans cette rencontre entre la jeunesse, les migrations, la mobilité, l'encampement, parce que nous vivons dans un continent où la question des mobilités est essentiellement une question de mobilité empêchée. Et quand je parle d'encampement, je parle effectivement de la façon dont ces jeunes se trouvent enfermés dans des espaces. Retour à la plénière. Après près de 6 heures de travaux et d'exposés, le TED Light Talk du professeur Nadine Machikou, vice-recteur de l'université de Tchang, pose les jalons de la cérémonie de clôture sous la présidence effective du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu. Outre la lecture des recommandations issues des travaux de la journée, la proclamation des résultats du hackathon engagé 2 mois avant la tenue du DAP, la cérémonie de clôture, sous un format détendu, a permis de saluer une fois de plus l'engagement des équipes du CIDP qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce DAP 1. Des travaux, l'on retiendra des recommandations fortes pour le devenir de la jeunesse africaine déclinées dans la déclaration de Yaoundé. Et donc la première recommandation qui en est issue, est celle d'opérationnaliser la libre circulation en zone CEMAC, de rendre effective la libre circulation, donc au-delà des textes, à travers des passeports CEMAC, une carte étudiant en CEMAC, l'accessibilité des cartes de séjour et des brigades mixtes aux axes frontaliers. La deuxième recommandation majeure a été celle de créer un marché continental adossé africain des talents adossés à la ZLECAf, notamment un marché qui est structuré de circulation intra-africaine des cerveaux avec une harmonisation des certifications, des visas professionnels et une reconnaissance des diplômes étrangers. La troisième recours était celle d'instaurer des contrats de mobilité circulaire et favoriser l'excellence en formalisant la mobilité temporaire, c'est-à-dire en faisant des contrats à durée indéterminée, par exemple pour des jeunes qui iraient travailler dans un pays de la sous-région, de faire des passeports éducatifs numériques, de penser à la mise en place de passeports éducatifs numériques également. Favoriser la mobilité circulaire dans l'éducation, la recherche et les secteurs d'excellence. La quatrième recommandation était celle de créer des incitations fiscales et économiques au retour productif à travers des fonds de compensation, l'amélioration de l'offre d'investissement, et faciliter le transfert de technologies et de compétences entre diaspora et État. Point d'orgue de la cérémonie, la signature d'une convention entre le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique et la YOEDA, Youth for Health and Development of Africa, du Dr Aimé Nkwa. À l'issue de ce dialogue, comme vous avez pu le vivre, nous avons une déclaration de Yaoundé, ainsi que des recommandations fortes qui sont issues de ces différents échanges. Nous avons déjà de pouvoir davantage intégrer la jeunesse dans les systèmes de décision, de pouvoir avoir une mobilité beaucoup plus saine, surtout en commençant par la zone CEMAC en Afrique, et de pouvoir aussi financer durablement les systèmes jeunesse africains. Et à travers ce dialogue, vous avez pu le constater, au niveau national, il y a eu des engagements forts de l'État du Cameroun à travers le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, notamment en termes d'accompagnement des gagnants du hackathon, qui a été lancé depuis quelques semaines et qui a connu la participation de plusieurs centaines de milliers de personnes. Nous avons également eu le Conseil international de dialogue et de partenariat qui devient un organe consultatif du ministère de la Jeunesse. Et par ailleurs, ces recommandations seront portées à des instances internationales, au prochain sommet Afrique-France qui se tient en mai à Nairobi, ainsi qu'au forum politique de haut niveau sur les objectifs de développement durable à New York.
Une note de satisfaction générale, tant pour les organisateurs que les participants, a fermé les rideaux de cette première édition, promettant des échanges encore bien plus nourris lors de la seconde édition en 2027 au Togo. Ce dialogue aura donc été permanent parce que les défis le sont. Il sera permanent parce que la jeunesse africaine ne peut plus attendre et il est permanent parce que notre responsabilité collective ne peut être intermittente. Retour sur le plateau de stratégie avec notre invité grand témoin du mois, son Excellence Abdelrahman Diop, qui est chef de mission de l'OIM au Cameroun avec compétences de coordination en Guinée équatoriale et à Sao Tomé et Principe. Excellence, l'une des problématiques qui a été soulevée au cours du dialogue africain permanent, c'est la migration, la mobilité intracontinentale des jeunes. On en a parlé déjà lors de la première partie de cette émission. Comment comprendre qu'en 2026, on soit encore aujourd'hui en train de parler de libre circulation, de mobilité des jeunes au sein du continent, alors qu'on parle dans les politiques d'abolition des barrières, d'abolition notamment des frontières. Tout à fait. Non, c'est une question extrêmement pertinente et il faut dire que justement, se rappeler qu'on est aussi dans des contextes d'État. On est dans des contextes d'État, donc avec des frontières. Il y a certes des enjeux économiques, mais comme vous le savez si bien, les États sont aussi confrontés à des enjeux sécuritaires. Et quand vous regardez l'état des lieux sur notre continent, il y a encore plusieurs poches d'insécurité qui peut justifier ici qu'un pays choisisse d'avoir des mesures de protection par rapport à ses citoyens ou ses concitoyens. Donc c'est justement trouver la juste balance entre le volet sécuritaire qui va peut-être expliquer des postures de fermeture de frontières ou de gestion des frontières beaucoup plus poussées et d'autres qui vont être beaucoup plus axés sur la promotion de la libre circulation des biens et des personnes, qui là est une question économique. Donc je peux dire aujourd'hui que sur notre continent, il y a encore des efforts à faire à ce niveau, mais ce sont des efforts qui doivent s'accompagner en tout cas de mesures assez de 360 degrés parce que justement, il y a des considérations sécuritaires assez importantes à prendre en compte. Quelles seraient par exemple 3 mesures à prendre? Je suis très amoureux du football comme beaucoup de jeunes et on est très impressionné de savoir par exemple qu'un joueur espagnol, quand il va jouer en France, il n'a pas le même statut qu'un Brésilien qui vient. On voit par exemple qu'il y a 4 places extra-communautaires par exemple dans la Liga. Ce n'est pas le cas ici en Afrique où si vous allez ne serait-ce qu'étudier au Gabon, vous devez avoir la carte visa, vous devez avoir le visa, le passeport, vous avez une tarification spéciale et tout et tout. Quelles sont les mesures qu'on peut prendre au niveau des États et au niveau continental pour pouvoir permettre une mobilité plus fluide de cette jeunesse-là, ces échanges et ce partage? Merci pour la question et comme je le disais tout à l'heure, les jeunes lors de notre dialogue avec notre side event avec la CEMAC ont eu des propositions intéressantes, je vais peut-être aussi en parler ici. Mais la première chose, c'est de faire connaître les textes. Il faut déjà que nous sachions qu'une sous-région telle que la CEMAC a adopté beaucoup de textes qui visent la promotion de la libre circulation des personnes et des biens. Mais malheureusement, ces textes sont peu connus et peu mis en œuvre sur le terrain. Et donc, ma première action que je recommanderais, c'est que vraiment de s'assurer que tous ceux qui sont en mobilité et l'ensemble des acteurs de la chaîne soient informés de ces textes, sachent qu'ils existent, connaissent leur contenu et puissent en prévaloir. Ça, c'est le premier point. Souvent, on a un droit qui nous est accordé, mais parce qu'on ne le connaît pas, on peut même pas le... On se fait piétiner. On se fait piétiner, tout simplement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point majeur que je suggérerais, c'est qu'il y ait des mécanismes de contrôle en termes de mise en œuvre de ces textes. Il est intéressant d'avoir des textes, mais lorsqu'on ne veille pas à leur mise en œuvre, justement, on a des situations où des fois, effectivement, les personnes sont piétinées, sont privées de leurs droits parce que justement, il y a peu de mesures donc, de suivi de la mise en œuvre. Je voudrais aussi dire que troisièmement, on pourrait, en Afrique centrale, travailler davantage sur la question de la reconnaissance des acquis. La mobilité des compétences
est un chantier extrêmement intéressant. Permettre en 2 mots à un ingénieur gabonais de travailler dans une mine camerounaise ou permettre à un expert comptable, quoique les experts comptables ont déjà une régulation qui est déjà très positive. Une régulation. Exactement. Donc les autres secteurs gagneraient justement à s'inspirer du secteur de la comptabilité pour qu'il puisse y avoir cette mobilité, je dirais, intra-régionale. Et en associant la diaspora. Associer la diaspora dans la mesure où il y a des experts de l'Afrique centrale qui aujourd'hui sont membres de la diaspora en France, en Angleterre, en Afrique du Sud ou dans les pays arabes qui peuvent apporter quelque chose, mais lorsqu'il n'y a pas de pont structurel mis en place pour attirer ce capital humain, il y a une perte. Donc je dirais en 3e mesure vraiment de bien travailler, de promouvoir cette mobilité des talents et des compétences en Afrique centrale pour l'Afrique centrale. Et ça permettrait de lutter, par exemple, contre un fléau qui est dénoncé par tous, les migrations clandestines. Exactement. Ça permettrait de lutter contre ces migrations dites clandestines. Nous préférons l'expression migration irrégulière, pour justement mettre en avant ce fait qu'il y a des mobilités qui ne respectent pas les normes et les lois des pays, à la fois de transit, mais aussi donc de destination. Donc, en termes vraiment de mesures, moi je dirais, peut-être en dernier point, de faire en sorte qu'à partir de maintenant, l'ensemble des textes qui régissent la communauté centrafricaine prennent en compte le volet mobilité. Aujourd'hui, si la CEMAC ou même la CEAC décidait d'adopter une norme communautaire dans un domaine précis, il faut que la dimension mobilité soit prise en compte dans ce texte de façon transversale. On a l'impression que la CEMAC, sans vous couper, Excellence, que la CEMAC est la dernière des communautés en matière de libre circulation. En Afrique de l'Ouest, c'est un peu plus avancé. Les pays des Grands Lacs, c'est un peu plus avancé également là-bas. Il y a un gap à franchir, il y a un palier à franchir au niveau des États, au niveau des politiques publiques. Oui, je ne dirais pas la dernière, mais je pense qu'effectivement, il y a beaucoup à apprendre de ces autres ensembles sous-régionaux. Et je pense qu'elles aussi, elles ont beaucoup à apprendre de la CEMAC. Vous savez, les États ne sont pas dans le même profilage, n'ont pas les mêmes réalités. Et je pense que la CEMAC fait déjà beaucoup d'efforts dans le cadre de la promotion de cette libre circulation des biens et des personnes. Il y a certainement des gaps et je suis convaincu que à travers des partages d'expériences de part et d'autre, il peut y avoir des mesures d'amélioration sur le terrain en Afrique centrale. Que fait l'OIM? Quel est le rôle des organismes internationaux comme l'OIM dans la promotion d'une migration voulue en Afrique? C'est une grande question que vous me posez. Là, nous avons un rôle majeur qui est celui d'accompagner nos États membres dans la promotion d'une migration sûre, ordonnée et régulière. De façon concrète, il s'agit de faire en sorte qu'effectivement, les politiques au niveau national, mais aussi local, ne soient pas des facteurs, ne créent pas des situations ou les conditions d'une migration irrégulière, et soient plutôt des politiques qui permettent le retour, la réintégration des migrants, mais également la question de la mobilisation aussi du capital humain, tel que je viens d'en parler tout à l'heure au niveau de la diaspora et autres. De façon plus concrète, on a un travail 360 degrés. Déjà, sur le volet humanitaire, réduire les effets qui poussent les personnes à migrer de façon irrégulière. Aujourd'hui, nous sommes en dialogue avec le ministère de l'Environnement. Nous sommes en train de voir comment travailler à ce que les conditions climatiques, qui sont la cause de la mobilité, soient prises en charge et adressées de manière à ce que les jeunes ou les personnes qui vivent dans ces localités ne soient pas obligés de partir parce qu'il y a eu une inondation de plus ou parce qu'il y a eu une avancée du désert. Au plan agricole, on est en train de travailler pour justement dire que le caractère arable des terres, lorsque ce n'est plus le cas, il y a forcément une volonté des populations à partir pour chercher un pâturage ou une meilleure terre ailleurs. Donc comment est-ce que nous on accompagne justement avec le gouvernement
bien entendu en respectant les différents champs et faire en sorte que justement il puisse y avoir une prise en charge de ces problématiques. Je dirais vraiment en 2 mots, c'est cette intersectionnalité entre la migration et les politiques sectorielles pour que ces politiques ne soient pas des push factors et que ces politiques soient plutôt de sorte à attirer à la fois que ce soit des talents ou encore le retour des migrants camerounais. Est-ce qu'il est possible de trouver une solution pérenne, j'ai envie de dire une solution définitive au problème des migrations? La migration n'est pas un problème. Hein. Disons de la migration irrégulière. Voilà, peut-être de la migration irrégulière. Oui, c'est possible. J'y crois. Je crois qu'on peut trouver une solution pérenne, définitive. Nous avons aujourd'hui des pays dans le monde dont les concitoyens ne migrent pas de façon irrégulière. Comme vous avez cité tout à l'heure, dans le cas de l'Espagne ou la France, quand il y a cette mobilité, bon voilà, on se lève un matin, on prend juste son sac, on va à l'aéroport et puis on voyage. Donc je crois fermement que le Cameroun peut réaliser ces conditions et à moyen long terme encore, l'Afrique peut atteindre un moment où, un niveau où justement la migration soit régulière. Plusieurs actions vont devoir être prises, bien entendu, des actions coordonnées, des actions conjuguées qui doivent se faire aussi au même moment et bien entendu des actions qui soient à 360 degrés. C'est-à-dire qu'aucun aspect ne doit être négligé pour qu'on puisse espérer réaliser, atteindre ce niveau. Mais en attendant, vous posez des actions concrètes, notamment encadrer les jeunes qui se sont lancés dans l'immigration irrégulière, qui se sont retrouvés dans des situations parfois précaires de l'autre côté et qui doivent revenir au pays. Tout à fait. Et ça, c'est une action importante qui est menée sur le terrain par les équipes de l'OIM. Oui, c'est une action importante que nous menons aux côtés du ministère des Relations extérieures, qui a une direction, la direction des Camerounais à l'étranger, des étrangers au Cameroun, des migrants et des réfugiés, que je salue au passage. Le leadership du ministre est extraordinaire en la matière. À chaque fois qu'il y a eu un Camerounais ou des Camerounais dans le monde qui ont levé la main ou levé la voix en disant « nous sommes en souffrance, nous voulons rentrer chez nous », on a été saisi par ces autorités en nous disant accompagner nos concitoyens à revenir de façon digne au Cameroun. Donc je dis c'est une opération d'envergure que nous menons depuis plus d'une décennie au Cameroun. Les derniers moments, les dernières années, les chiffres vont de plus en plus croissants. C'est quand même assez inquiétant. De 2017 à 2021, j'aime citer cette statistique où on a accompagné 10 000 Camerounais à rentrer de façon régulière, de façon digne. 10 000 Camerounais, et quand on ramène au ratio, c'est comme pour dire que chaque jour, 6 à 7 Camerounais quittaient le Cameroun de façon irrégulière. Pour Ils se retrouvaient en situation précaire. Exactement, ailleurs. Donc vous comprenez que la question de la migration au Cameroun devient une question centrale. Si vous prenez ces 6 à 7 par jour, que vous ajoutez à ceux qui voyagent de façon régulière, sans demander de visa, donc dans la sous-région, ceux qui voyagent avec des permis de travail pour aller dans d'autres pays étrangers, vous comprenez qu'il y a quand même une grande mobilité et le Cameroun devient de plus en plus un pays de départ, alors qu'il a été historiquement un pays de destination en fait. Et là, il faut changer le paradigme. En attendant, on va en reparler dans la dernière partie de cette émission. Je vous propose d'aller regarder ce reportage que nous avons réalisé auprès de 2 jeunes anciens beaux-ailleurs. C'est le terme utilisé ici au Cameroun pour parler de ces migrants clandestins ou en situation irrégulière qui se lancent donc sur le chemin de l'Europe, une aventure périlleuse qui se termine parfois pour certains par la mort, parfois dans le désert ou alors dans les eaux de la Méditerranée. Quand ils réussissent pour certains à arriver de l'autre côté, eh bien la vie n'est pas toujours rose ou aussi verte. L'herbe n'est pas toujours aussi verte que ce qu'ils pensaient au départ. Ils sont donc contraints de revenir au Cameroun et pour ça, il faut se lancer et surtout trouver le moyen d'être réinsérés socialement et professionnellement. Ça, c'est ce que fait l'OIM à travers des actions concrètes. Des actions que nous découvrons à travers ce reportage où Achille Foumana est allé rencontrer 2 anciens beaux-ailleurs qui nous racontent leur histoire et surtout nous parlent de leur nouveau quotidien. Reportage.
Ils ont quitté le Cameroun avec un rêve. Traverser le désert, braver la Méditerranée, rejoindre l'Europe. Ici, on appelle cela le Boza. Mais derrière les récits de réussite sur les réseaux sociaux se cachent parfois l'échec, la solitude et le retour. Aujourd'hui, certains anciens Bozaïens ont choisi une autre victoire, reconstruire leur vie ici, au Cameroun. Il arrivait de fois, on peut faire une semaine sans se laver, une semaine sans se doucher. Pour manger, c'était quasi impossible. Ce qu'on préférait souvent faire, c'était de boire beaucoup d'eau parce qu'il faisait extrêmement chaud. Donc on préférait de boire beaucoup d'eau que de manger parce qu'il faut éviter de se déshydrater. On était tellement nombreux qu'on n'arrivait même pas à bien dormir. Pour dormir, c'était un cauchemar en fait. Chaque jour, tu vas fuir avec les policiers. Les policiers vont te poursuivre chaque jour. Donc c'est un endroit que si tu vois quelqu'un en train de fuir, marcher, en train de courir comme ça, si tu es un black, si tu vois un black en train de courir, toi aussi prends seulement ta route, tu cours. Pendant plusieurs années, le phénomène Boza a poussé des milliers de jeunes Camerounais vers l'exil clandestin. Mais certains ont fini par revenir, échec pour les uns, renaissance pour les autres. Nous sommes allés à la rencontre de ces jeunes Camerounais qui, après l'aventure manquée, sont revenus au bercail avec d'autres ambitions. Chômage, précarité, pression familiale, fascination pour l'Occident sont certainement ces raisons qui poussent de nombreux jeunes Camerounais à l'aventure. Le Boza est devenu pour beaucoup une porte de sortie. Nichou Ekosono et Mohamedou Awal, deux jeunes Camerounais, ont fait les frais de cette aventure au lendemain obscur. Parce que nous sommes 9, donc je suis l'aîné. Donc du coup, c'était pas facile. Il y a mes petits frères et petites soeurs, il y a mon fils aussi. Il fallait m'occuper d'eux. Ça, c'était pas facile. Alors j'ai décidé de me lancer. Peut-être étant dehors, je pourrais me retrouver à joindre les deux bouts. Je prenais soin de ma mère et ma grand-mère. Ils étaient dans une même maison, et ma petite sœur. Donc il y avait un peu de difficultés, il n'y avait pas moyen de s'en sortir ici là. Donc ce qu'ils trouvaient ici là, on peut dire qu'ils trouvaient, mais ce sont les miens. Donc ça ne suffisait pas à la famille. Donc j'ai eu l'idée de quitter le pays pour ça. Comme eux, des milliers de jeunes Camerounais ont tenté l'aventure, souvent au péril de leur vie. Selon le bureau de l'Organisation internationale pour les migrations au Cameroun, entre 6 et 7 jeunes Camerounais quittent clandestinement le pays chaque jour. De 2017 à 2021 par exemple, près de 10 000 Camerounais sont revenus au Cameroun après un parcours souvent marqué par la violence, l'échec ou la désillusion. Des parents décédés très tôt, une famille à entretenir, Nichou Ekosono a tenté l'aventure italienne en passant par la Tunisie. J'ai été conseillée par une amie. Elle est venue me voir et me dit la vie au Cameroun est très, très difficile et tout, on ne s'en sort pas. Pourquoi ne pas aller à l'extérieur et essayer de voir ce que ça donne? Bref, on s'est lancé. On a cherché des petits sous, on a essayé de réunir ce qu'on pouvait et après nous sommes partis. Partir pour l'Italie, oui, mais de manière clandestine. Et première étape, la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Un trajet qui lui prendra 300 000 francs CFA, produit des économies de plus de 18 mois de dur labeur. Et pour ce bout de parcours, les embrouilles sont déjà au rendez-vous. Bon, sur moi, j'avais mon passeport, mais en cours de route, j'ai tout perdu. Oui, parce qu'on avait été agressé, tabassé et tout, donc du coup, j'ai tout perdu. Il m'est venu en tête de retourner, mais c'était pour moi, je me disais que c'était un peu tard parce que j'avais fait la moitié du chemin, quoi. Un mois de route et la bande de voyageurs atteint le territoire tunisien, transite pour l'Italie. Et c'est ici que commence alors la réalité amère du Boza, rejoindre l'Italie par la mer. Il y a ce qu'on appelle les guides et il y a l'organisateur de celui qui va faire traverser les gens
Donc il va organiser un voyage qui est comme on appelle un convoi. Oui, il va organiser un voyage et pendant le voyage, il va fixer un montant que chacun va donner. Bon, le montant, ça varie de deux. Bon, en dinar, c'est dans 200 000, 300 000, 400 000. C'est à lui de voir parce que ce n'est pas un taux fixe. Comme par exemple, le premier voyage que moi j'ai fait, j'ai versé 500 000. De fortes sommes d'argent mises à contribution pour un voyage à l'arrivée incertaine. Vous pouvez partir dans la nuit parce qu'en journée, on va vous arrêter. Et si on vous arrête, vous risquez soit la mort, soit la prison. Donc c'est un voyage qu'on effectue beaucoup plus dans la nuit. On arrive et on entre en brousse. On va organiser le voyage peut-être à 300 mètres de la mer. Parce que c'est pas loin, donc à 300 mètres de la mer. Et le voyage se prépare toujours aussi dans la nuit. C'est dans la nuit qu'on prépare le toba. Le toba, c'est le bateau en fait. C'est ça qu'on appelle le toba. On prépare le convoi et il y a les roues. Vous achetez les roues, vous achetez les gilets de sauvetage et on compte le nombre de personnes qui vont partir dans le bateau. Il y a le capitaine, il y a le convoyeur, bon, celui qui va guider et tout, et il y a le boussolier. Et après, quand l'équipe est complète, on peut y aller. 5 heures d'horloge sur des bateaux d'un autre genre, chargés de 35 passagers nocturnes sur des eaux parfois hostiles de la Méditerranée. Un parcours plus que risqué. On n'a pas peur de mourir, mais on a peur de se faire arrêter par la police maritime. Parce que quand vous vous faites arrêter par la police, soit eux-mêmes ils vous renversent dans l'eau et vous mourrez, soit ils vous arrêtent et vous rejettent dans les frontières. Vous n'avez ni l'eau, ni nourriture, ni vêtements, rien. Donc là, vous êtes exposé à la mort. La première fois, on est entré dans l'eau. On a été interrompu par la police maritime. Je vais dire que c'est Dieu qui a touché vraiment le cœur de ceux-là. Ils ne nous ont pas fait couler, mais ils nous ont arrêtés. Ils ont tiraillé notre bateau vers leur bateau, le plus grand bateau. Ils nous ont arrêtés, ils nous ont attaché les mains avec des fils pas possible. Attaché les mains et les pieds, impossible de bouger, impossible de respirer. Ils vous transportent et pas vous jeter à ce jour-là, on était parti nous jeter à la frontière Algérie-Tunisie. Deuxième tentative, c'est là où ça a été vraiment un cauchemar pour moi, parce que j'ai failli mourir. On a fait le convoi comme d'habitude, on a tout fait, tout était bien, tout était propre. Et on avait déjà roulé, je crois, 1h30. C'est comme ça qu'on a été interrompu par la police maritime. Ils nous ont arrêtés, ils nous ont ligotés toujours comme d'habitude. Je suis asthmatique, donc du coup, je perdais déjà la force et tout. On a donc décidé de s'abriter quelque part, question pour moi de me reposer et de prendre un peu de force. On ne savait pas que la maison dans laquelle on s'abrite, ils ont appelé la police. Net quelques minutes après que nous soyons partis, ils ont appelé la police. Et nous, on marchait, on savait que non, la zone où on marche, c'est une zone où la police ne peut pas arriver, on était sûrs de nous. Et net comme ça, brusquement, on voit la police qui est devant nous. Moi, étant déjà d'abord fatigué, je ne pouvais plus vraiment m'échapper. Il a sorti l'arme. Il m'a pointé ça, il a fait comme les hommes, les hommes à tenue font la crac, il a posé ça sur moi, il me dit tu bouges, je te tue. Et il était très sérieux. C'est comme ça, avec la panique, je fais pipi sur moi. Tellement j'étais en panique, j'ai pris peur, j'ai commencé à faire pipi sur moi. Je lui ai dit s'il te plaît, ne me tue pas. J'ai un enfant, s'il te plaît, ne me tue pas. On a frôlé le pire, pas moyen de traverser la Méditerranée et retour en Tunisie. Dans la clandestinité, Nichou et Kosono s'installent à Tunis. La jeune Camerounaise va multiplier de menus travaux, femme de ménage par ici, emploi précaire dans un restaurant par là, juste de quoi survivre. À défaut d'aller en Italie, je me suis installée en Tunisie. J'avais un petit boulot, bien que ce n'était pas facile, mais j'avais un petit boulot, j'avais un toit sur lequel je vivais avec des amis. On se débattait pour faire la collecte, pour payer la maison, parce que là-bas en Tunisie, la maison qui coûte par exemple 5 000 aux Tunisiens, à nous ça nous revient à 50 000, parce que nous sommes noirs. Mohamed Ouawal, à peine 18 ans, lui souffle le chaud et le froid à Yaoundé. Apprenti électricien, plombier, maçon, électronicien, le jeune garçon passe par tous les bricoles pour joindre les deux bouts jusqu'au moment où arrive la décision de partir. Il y avait un téléphone là que j'ai vendu. Donc j'ai vendu le téléphone là, ça m'a donné 100 000.
Donc sur les 100 000 là, j'ai gardé l'argent là. Donc c'était le lendemain qu'il devait partir. J'ai gardé l'argent. Et puis comme je dormais avec les amis, j'ai un ami là, ils ont volé 10 000. Il m'est resté 90 000. Mais les parents ne voulaient pas que je parte. Les parents n'ont pas voulu que je parte. Mais j'ai dit que comme j'ai pris une décision là, personne ne veut pas que quelqu'un vienne dire qu'après, pardon, ne part pas. Parce qu'il n'est rien plus pour quelqu'un. La route qui mène au bonheur est parsemée d'embûches. De Yaoundé à Garoua, puis direction le Nigeria, le jeune voyageur confie son avenir à des mains inconnues. Il y avait une mater là, une remée, qui partait souvent au Nigeria faire un peu les achats. Donc on a dit à la mater là, elle nous a expliqué que voici tel, comment ça va se passer. Quand vous allez arriver au Nigeria, voici le numéro de la personne que vous allez appeler, il va venir vous chercher. Donc vous allez un peu me laisser l'argent. Là maintenant moi je l'envoie et puis je l'envoie en attendant que vous preniez votre chemin. On a dit ok, pas de problème. On lui a laissé une fois certains. Donc on a divisé l'argent à moitié, on lui a donné la moitié. Mais la route qui mène au royaume chérifien est longue. Chemin faisant, des petits jobs à l'envolée devraient combler les déficits en ressources financières. Comme on parlait à Oussa, donc on est arrivé dans un endroit. Souvent, on demandait le choco. Souvent, on vient, on passe une fois. Oui. Donc, c'est comme ça. On est arrivé au Nigeria, on a appelé la grand-mère, elle a dit que non. Elle a dit que ok, me voici maintenant, il va appeler celui qui va venir vous chercher, il va vous amener à la maison, il va vous loger. On a dit ok. Maintenant, arrivons là-bas, elle a appelé la personne, il est venu, il nous a pris, on est parti chez lui, on s'est lavé. Il nous a donné à manger, on a mangé. Il dit qu'on s'est reposé un peu. Le temps là, nous on avait le sang chaud. Mais arrivé au Niger, le passeur n'est pas à l'heure. Le type là ne venait pas vite. Et nous on était pressés, donc on était dans une zone où il y a plusieurs mondes. Et quand on nous voit, on voit que ce sont les étrangers. Donc on était un peu pressés. Il n'est pas venu. On a dit que comme peut-être celui-là, il nous est fauché. On doit prendre une autre route. Donc on doit faire une connaissance. Là, on cherche comment on va faire, comme c'était à l'agence. On a vu les voitures qui chargeaient les gens pour partir dans une autre ville, au Niger, comme on ne connaît pas. Donc on est allé là-bas, on a discuté avec eux, ils nous ont dit voici le prix. On a dit ok, comme vous avez dit le prix, pas de problème, mais vous allez nous amener où? Ils nous ont dit si c'est Taritarka ou bien Tachi, une ville de Niger comme ça là. C'était même en brousse, vers le désert, ce n'était même pas notre chemin. Donc notre chemin était comme ça. Et la route qui devait nous amener était comme ça. Pressé pour le départ vers l'inconnu, mais de bonne fortune, le passeur va arriver à la dernière minute. Nouvel itinéraire et il faut encore payer. On a dormi pendant 3 à 4 jours avant. Comme les moyens, un peu de moyens là, il faut qu'on trouve une bonne relation qui va nous prendre des Tawa jusqu'à Tamaracé. Donc on a discuté, c'est là-bas qu'il y a eu un peu de difficultés. Donc ils ont demandé 100 000 de Tawa jusqu'au Niger. Et moi, le temps là, il n'avait pas 100 000. Malgré la difficulté, le jeune Arwal n'abandonne pas. Poussé par le désir d'une réussite sociale espérée devant lui, il trouvera bien un compromis pour embarquer dans ses véhicules de fortune avec ses compagnons. Pas question de faire machine arrière alors qu'il se sent si proche du but. La destination d'abord, c'était arriver en Algérie d'abord, pour voir comment la route passe. Parce qu'il y a 2 routes. Quand tu es en Algérie, tu peux, avant d'entrer en Algérie même, tu peux aussi descendre en Libye. Tu peux aussi descendre, tu peux aussi monter en Tunis. Ou bien tu montes au Maroc. Oui, il y avait 3 routes comme ça que moi j'avais planifié. Finalement, c'est sur le territoire algérien qu'il va débarquer. Pas de temps de répit à s'offrir, le jeune homme attaque le dehors dès ses premières heures en Algérie. Il y a un carrefour là qu'il y a les blacks. Si tu as ton seau, les truelles, avec la pelle, ça dépend. Tu arrives là-bas, tu t'assois. Donc si la voiture arrive, si tu vois la voiture en train de venir, toi-même tu sais que non, celui-là est en train de chercher les gens qui vont travailler, ou bien décharger les ciments, ou bien charger les ciments, ou bien lever la terre, ou bien creuser le sol, ou bien faire quelques travaux.
Première désillusion, les rêves d'un paradis maghrébin commencent alors à se dissiper face à la réalité des terrains. Ici, la concurrence est rude et au bout de l'effort, juste de quoi survivre. Mais contre mauvaise fortune, il faut savoir faire bon cœur. Pour Mohamed Awal, vaut mieux encore suer haut et sang, car le bonheur est peut-être caché quelque part dans ce nouvel environnement. Parti de Yaoundé avec 3 compagnons d'aventure, dans l'espérance d'une vie meilleure au Maroc, le rêve a tourné en désillusion. L'étranger est alors devenu comme une prison. Logé dans des abris de fortune, le jeune homme va multiplier de petits travaux de tout genre, des rémunérations au heureux hasard de sa capacité de négociation sans aucune stabilité. Ça dépend de comment tu vas discuter avec le client. Tu vas arriver là-bas, tu vas dire que non, pour balayer ici là, ou bien pour casser ici là, tu me donnes 2000 dinars. Lui te dit que non, il n'a pas 2000 dinars, il va te donner 1000 dinars. Après tu dis que non, 1000 dinars n'est pas bon. Il te donne 1500 dinars, sinon tu pars. Là maintenant vous entendez comme ça. Effort surhumain pour une rémunération de misère, sans compter avec les arnaques et autres abus des employeurs locaux. Le trio qui est parti de Yaoundé a connu des fortunes diverses. Si Mohamed Awal s'est installé en Algérie, un de ses compagnons lui est arrivé au Maroc. Le dernier a pris le chemin de retour pour le Cameroun. Étant en Algérie, l'idée c'était d'aller vers le Maroc. Parce que j'ai essayé d'aller vers le Tunis. Ça n'allait pas, la route était un peu bloquée. Il avait pris même jusqu'à être même à la frontière de la Tunis. Il dit que non, c'est mieux qu'il rentre. Parce qu'il a vu beaucoup de gens qu'on a arrêtés, on était avec eux, ils nous ont expliqué, voici cela. Ils étaient même sur le bateau, presque arrivés, on les a arrêtés. Revenir au pays après le Boza est souvent vécu comme un aveu d'échec. Et derrière chaque retour, il y a une histoire toute particulière, pleine de colère, de regrets, qui laisse souvent comme une blessure silencieuse. J'avais été agressée plusieurs fois. J'ai failli être violée plusieurs fois aussi. C'est la dernière fois en plein 16 heures que j'ai été agressée par un jeune Tunisien devant un café. J'étais en colère, j'étais fâchée, j'étais même triste. J'avais un mélange d'émotions, quoi. C'est comme ça que j'ai décidé de rentrer au Cameroun. Des conditions de vie loin de refléter l'image de l'étranger qu'avait alors la jeune dame, conjuguée au sentiment d'insécurité, construisent alors la décision de retour au pays. Le Boza n'a pas donné et commence alors une longue et difficile épreuve de nerfs. Revenir au Cameroun et tirer un trait sur ses rêves de bonheur étranger. Je suis allée vers l'ambassade du Cameroun en Tunisie. Je les ai soumis mon problème et le seul conseil qu'ils m'ont donné, c'était de me dire de rentrer. Et j'ai écouté. C'est comme ça que je prends la résolution de rentrer. Ils m'ont demandé de passer par l'OIM. Oui, parce que si tu rentres par l'ambassade du Cameroun, il faut payer le billet d'avion. Et je n'avais pas de sous pour payer le billet d'avion en Tunisie pour le Cameroun. C'est comme ça que je passe par OIM. Entre sentiment d'échec, culpabilité et désespoir, l'aventure n'a pas été à la hauteur des espérances de départ. Le rêve s'est transformé en cauchemar. L'idée d'une vie décente caressée depuis de longues années, elle, s'est dissipée en si peu de temps. C'est un échec pour moi parce que ce n'est pas ce que je voulais. Je ne voulais pas que les choses se passent comme ça. Donc pour moi, c'est un échec. Mais ça me fait aussi plaisir d'être chez moi. Que nous, les musulmans, tout ce que Dieu fait est bon. Donc, tu ne peux pas dire que c'est la malchance ou bien tu as gaspillé ton argent ou bien tu as gaspillé ton temps pour rien. Pour nous, chez nous, ça nous a servi une bonne leçon. Après le choc du retour, une autre bataille commence, celle de la réinsertion. Sans emploi stable, les poches vides, souvent endettés et fragilisés psychologiquement, plusieurs anciens bozailleurs tentent de se reconstruire une vie à travers de petites activités génératrices de revenus. Appui financier, suivi entrepreneurial, des aides qui permettent à plusieurs retournés de relancer une activité économique locale. Nichoué Kosono et Mohamed Awal ont par exemple bénéficié du programme d'accompagnement de l'Organisation internationale pour les migrations. Arrivé au Cameroun, j'ai toujours contacté l'OIM qui a suivi mon dossier depuis le Cameroun, depuis la Tunisie.
Donc, ce qui fait que c'est l'OIM. J'ai fait mon dossier comme ils m'ont demandé. Et au bout de quelques mois, ils m'ont appelé. Ils m'ont donné une somme de 700 000. C'est avec ça que j'ai pu me débrouiller à ouvrir un truc qui peut me permettre de vivre au quotidien. Installé au marché Mvombi à Yaoundé, Nichou Karine se refait progressivement une vie. Dans cet espace qui sert de salon de coiffure et soins esthétiques se trouve la clé. Entre 500 et 5000 francs CFA, ces petits services lui permettent de tenir le quotidien avec un revenu moyen de 100 000 francs CFA par mois, ce qui lui fait sensiblement 1 200 000 francs CFA l'année. Des rêves de bonheur, elle en porte toujours, mais ceux d'une réussite dans son Cameroun natal. Et la vision future de ce petit espace commercial, elle, est bien claire. Un VIP pas possible. J'aimerais être une boss lady dans 10 ans, avec des employés, avec peut-être même 3 ou 4 entreprises, plus que ça. C'est ça ma vision dans 10 ans. À cœur vaillant, rien n'est impossible. Mohamed Ouawal, lui, a fait le deuil de sa mésaventure, prise en main par l'OIM. Avec sa tante Asma Ousmanou, le jeune homme a convenu d'un partenariat financier pour agrandir cet atelier de couture sur la nouvelle route briqueterie ici à Yaoundé. Il m'a parlé de ce qu'on va lui donner et si on lui donne ce qu'on peut faire, il va faire quoi? Il me dit qu'il va acheter la moto. Il dit que non. Tu vas faire quoi avec la moto? Tu as les papiers. Même si tu as les papiers, il te fait un permis. Il me dit que non, il peut faire ça. Il dit que non, tu ne vas pas faire ça. J'ai pris l'argent, j'ai acheté une machine. Ce qui est derrière là. J'ai acheté une machine, il dit que bon, ça c'est ta machine. Tu vas venir travailler ici là. Tu vas venir travailler. Comme tu veux travailler, maintenant tu nous as montré que tu veux travailler. Maintenant ça, tu es indépendant. Ici, se construisent désormais les rêves du jeune homme. Avoir un revenu stable et régulier, prendre soin de sa maman malade et bien entendu, parvenir à l'extension de l'atelier qui emploie déjà 3 personnes. Le tout sous le regard vigilant et surtout maternel de Dame Asmaou Ousmanou. Ce n'est pas, tu sais que la couture, ce n'est pas que de gagner. Tu peux même, là où tu es assis, même tu peux même gagner, même si c'est 50 000. Même si donc ça varie. C'est un travail qui n'a pas de salaire fixe. Ces anciens beaux-ailleurs ont appris une chose. Le rêve européen ne garantit pas toujours la réussite. Certains ont finalement trouvé leur place ici, au Cameroun, dans des activités certes modestes, mais essentielles pour retrouver autonomie et dignité. Longtemps présenté comme un chemin vers la réussite sociale, le Beaux-Arts révèle aussi une autre réalité économique. Des familles endettées, des années d'économie sacrifiées et parfois des retours douloureux. Pourtant, dans les quartiers populaires de Yaoundé, certains anciens migrants transforment progressivement leur expérience de l'aventure extérieure en activité génératrice de revenus. Des retours encadrés pour bon nombre de cas qui deviennent progressivement une question de réinsertion économique et de stabilisation sociale. Des sources crédibles indiquent pour l'année 2024 un peu plus de 350 victimes potentielles de traite ou de migration irrégulière ayant bénéficié d'un accompagnement à la réintégration, d'un accès à la formation, d'une aide à la création de micro-entreprises ou d'un suivi économique à travers le programme d'accompagnement de l'Organisation internationale pour les migrations. Toujours pour l'année 2024, l'OIM a lancé un système de suivi mensuel des programmes migratoires au Cameroun avec 7448 migrants accueillis ou suivis dans le cadre des dispositifs migratoires et humanitaires pour le premier trimestre de l'année. Selon l'initiative Union européenne OIM, plus de 5468 migrants camerounais ont bénéficié d'un accompagnement à la réintégration avec environ 4000 ayant reçu une aide financière directe. Et en fonction du projet, l'aide accordée oscille entre 600 000 et 2 millions de francs CFA.
Une économie discrète, fragile, mais porteuse d'une autre forme d'espoir. Et pour beaucoup, le capital accumulé pendant l'aventure n'est pas financier, il est psychologique. Il ouvre la porte à la prise de conscience. Conscience d'un bonheur illusoire que l'on ne peut vivre que hors de son pays. Non, dans mon pays, je me sens à l'aise. Je me sens à l'aise, malgré que les poches ne sont pas... Mais je me sens à l'aise dans mon pays. Parce que ici, là, je dors. Depuis que je suis sorti dehors, je ne dormais pas. On me dit qu'il ne dormait pas. Il y avait toujours les embuscades. Tu es même dans la chambre, les policiers viennent casser, tu es obligé de sauter. N'importe où, tu mets ton pied seulement. C'est une route qui est soit tu rentres, soit tu meurs, soit tu rentres étant déjà handicapé. L'handicap va venir mentalement, psychologiquement, émotionnellement. Parce que je peux vous jurer, comme moi je ne suis pas rentrée, comme je suis partie. Il y a beaucoup de choses qui ont changé en moi. Déjà sur le plan émotionnel. Oui. Donc ce n'est pas du tout chose facile. Je ne conseillerais pas, même à mon pire ennemi, de prendre la route de l'aventure. Pas du tout. En bon entendeur, le Boza continue de faire rêver des milliers de jeunes Camerounais. Mais ces parcours montrent une autre réalité. Parfois, la réussite ne se trouve pas au bout de l'exil, mais dans la capacité à recommencer chez soi. Partir, tomber, revenir, reconstruire. Pour Nichou Karine Ekosono et Mohamedou Awal, comme bien d'autres jeunes Camerounais, c'est peut-être maintenant que commence le véritable voyage. De retour sur le plateau avec son Excellence Abdelrahman Diop. Il est le chef de mission de l'OIM au Cameroun avec compétences de coordination en Guinée équatoriale et Sao Tomé et Principe. Excellence, on va quasiment vers la fin de cet entretien. C'est l'occasion de parler des actions concrètes qui sont menées par l'OIM sur le terrain et des différents programmes que vous menez. Justement, comment est-ce que l'OIM accompagne les jeunes pour qu'ils puissent, on va dire, accéder à des opportunités d'emploi concrets sur le terrain au Cameroun? Question d'éviter cette migration clandestine. Tout à fait. Merci pour la question et encore une fois, c'est un plaisir d'avoir cet échange. Votre micro reste un moyen pour nous aussi de passer un certain nombre d'informations majeures sur notre domaine d'expertise qui est la gestion de la migration. La première chose qu'il faut dire, c'est que nous accompagnons d'abord nos États membres. Et le Cameroun s'est inscrit il n'y a pas longtemps dans une démarche d'adopter une politique nationale de gestion de la migration. Je vous l'avais dit il y a quelques minutes, il nous faut une action concertée, conjuguée à multifacettes. Et pour ça, il nous faut une démarche structurante et politique. Donc, nous avons cet accompagnement sur lequel nous travaillons au niveau central. Au niveau local, nous sommes en train aussi d'explorer avec les CVUC et également le FEICOM comment travailler avec les communes. Pourquoi? Quand nous avons interrogé les migrants de retour, leur demandé pourquoi vous étiez partis. Plus de 80% nous ont dit être partis par manque d'emploi, manque d'opportunités. Et à ce niveau, il faut que nous nous mettons ensemble avec le gouvernement, aussi avec le secteur privé, les communes, vous, les médias, les académies, pour la compréhension de ce phénomène, afin de créer les conditions qui évitent justement cette migration irrégulière. Dans le cas humanitaire, comme je le disais aussi, c'est comment on accompagne les communautés pour une meilleure paix et un meilleur vivre ensemble. Quand vous avez compris que les conflits créent des déplacements et que souvent ces déplacés sont ceux que l'on retrouve sur les routes du désert ou en mer pour l'Europe, vous comprenez qu'il nous faut aussi avoir des actions de promotion de la paix et de la cohésion sociale. À côté de ces actions que nous menons, de façon encore concrète, on va bien entendu accompagner ces migrants quand ils rentrent, les accompagner pour la réintégration. Évitons que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous accompagnons la réintégration au plan social. La migration crée des ruptures sociales inimaginables. Il y a des familles
qui rejettent les leurs parce qu'ils sont rentrés, ne sachant pas ce qu'ils ont vécu, ce qui a pu amener une telle personne à décider de rentrer volontairement au Cameroun. Il y a des familles qui les rejettent. Quand quelqu'un était censé vous rapporter des millions ou des milliards de l'autre côté et qui revient main vide, main vide mais en vie. Main vide mais en vie. À la fin de la journée, je pense que pour une mère ou pour un père, la vie de son enfant n'a pas de prix, et n'est pas à comparer à ce que cet enfant pouvait ramener. Donc il y a rupture sociale, nous accompagnons la réintégration sociale, nous accompagnons sur le plan de la réintégration psychologique. Là aussi, il y a des ruptures, des fragmentations psychologiques extraordinaires. Sans compter la question des addictions, des personnes qui vont se retrouver consommant des substances psychotropes pour pouvoir tenir, pour pouvoir travailler, ou des fois qui sont amenées à le faire par leur bourreau, tout simplement. Des personnes qui les contraignent à l'esclavage. Donc, on accompagne au plan psychosocial. Et troisième volet important pour la réintégration, pour nous, c'est le volet économique. Et donc, c'est là où on va faire la promotion de l'emploi. Et je salue ici le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, le ministère de l'Économie et le MINEPAT, avec lequel on travaille vraiment à créer de meilleures conditions pour que les personnes trouvent au Cameroun les conditions qui vont éviter de répéter ce phénomène de migration irrégulière. Il y a un volet sur lequel nous travaillons aussi, dans la santé des voyageurs. Donc à ce niveau, la promotion des vaccins pour les populations déplacées internes. Donc ici, nous travaillons avec le ministère de la Santé pour justement s'assurer que la mobilité ne soit pas une raison pour que la couverture santé universelle voulue par le chef de l'État du Cameroun ne soit pas une réalité. Quand quelqu'un est parti, qu'il est revenu, qu'on dise que bon, la campagne de vaccination est déjà passée, il faut que quand même une organisation soit là. On puisse rattraper cela. Exactement. Donc on est dans la région de l'Est. Vendredi d'ailleurs prochain, on va tenir une réunion de capitalisation de ce projet. Vous y êtes invités. Donc nous avons un autre volet important, c'est la promotion de la migration régulière. Donc on va vraiment faire des sensibilisations. Justement, j'allais parler de la place de la sensibilisation Tout à fait. Auprès de ces jeunes-là, parce que lors du dialogue africain permanent, j'ai posé la question à 2-3 jeunes de savoir si on vous demandait de dire à votre voisin de ne pas voyager, vous lui diriez quoi? Ils m'ont dit, pourquoi je lui demanderais de rester? Exactement. Et c'est pourquoi il faut qu'on y réponde ensemble. Il faut qu'on y réponde ensemble. Il faut que nous donnons à nos jeunes, à notre jeunesse africaine, des alternatives concrètes, viables et sérieuses de rester et de travailler au Cameroun. Je dois dire que la sensibilisation occupe une partie importante de notre travail. Sensibiliser contre la migration irrégulière. Déjà et dernièrement, nous avons été même dans les écoles. Et je fais là un clin d'œil à Madame la ministre des enseignements secondaires avec qui nous avons mené cette sensibilisation pour parler aux enfants, aux jeunes dans les classes, afin déjà de désamorcer cette volonté de partir, de quitter le Cameroun. Nous avons aussi des campagnes de sensibilisation pour promouvoir la migration régulière. Et là, c'est le leadership du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui fait des cafés de migration régulière. Nous invitons une ambassade qui dit aux jeunes, si vous voulez venir chez nous, voilà le schéma qu'il faut respecter. Parce que là aussi, on se rend compte que beaucoup de personnes préfèrent écouter le voisin, l'ami, souvent mal informés, mal renseignés, alors que les pays aujourd'hui, même les pays développés, mettent en place des canaux de migration régulière en disant on a besoin de travailleurs, on a besoin de francophones, on a besoin, et voilà les profils. Et chacun peut, de façon indépendante, de façon régulière, s'inscrire dans un tel schéma. Ça protège leur vie, leur dignité. C'est avantageux pour l'État parce que ça lui permet aussi de pouvoir compter sur ses fils et ses filles qui sont à l'étranger. Donc en termes de retour de capitaux pour le développement du Cameroun. Donc voilà un peu de façon, je dirais peut-être ramassée, ce que nous faisons, à la fois au plan politique, comme je le disais, un volet extrêmement important, le volet multisectoriel qui est déterminant, et bien entendu un volet aussi opérationnel avec un accompagnement et bien entendu les aspects liés à la sensibilisation pour informer davantage les publics cibles.
Quels sont les leviers sur lesquels, pour terminer, Excellence, quels sont les leviers sur lesquels il faut, on va dire, appuyer un peu plus pour accompagner, que ce soit les États, que ce soit les jeunes, à faire en sorte que la migration et la mobilité des jeunes puissent être transformées en véritables opportunités économiques pour le développement du continent? J'ai envie d'insister sur le volet coordination intersectorielle. Il faut que vraiment on ait des politiques 360 degrés, qu'on ait des démarches 360 degrés, que la migration ne soit pas perçue comme une réalité à reléguer au second plan ou une réalité à subir tout simplement, mais de se dire qu'en tant qu'État, on peut faire de cette migration, de cette mobilité, un levier pour le développement de notre pays et de notre commune. Pour moi, c'est d'abord vraiment le cœur du débat. Une fois qu'on s'y investit à 100%, on peut toucher les aspects humanitaires, on peut toucher aux aspects de développement, on peut toucher aussi aux aspects liés à la paix et à la cohésion sociale. C'est pour ça que l'OIM est appelée Agence Nexus, humanitaire, développement et paix. Je dirais aussi de façon peut-être concrète que la promotion de l'emploi et la connexion entre les réalités des jeunes, leur profil réel, j'insiste là-dessus, leur profil réel et les opportunités qui existent. Le Cameroun, vous savez, met à disposition de sa jeunesse beaucoup d'opportunités. Mais par manque d'information, manque de confiance ou manque d'outils, il n'y a pas, les jeunes n'arrivent pas à saisir. Donc l'OIM va lancer dans quelques semaines, mois ou plus tard, un outil qu'on appelait Bridge. C'est une application par laquelle un jeune va pouvoir inscrire son profil réel et avoir une recommandation concrète lui disant voilà les opportunités qu'il y a vers lesquelles vous pouvez tendre. Donc on est ouvert et c'est aussi un appel que je lance. Nous pensons sur la base de ce que nous avons vécu, de notre expérience depuis de 70 ans, parce qu'on a été créé en 1951. On a plusieurs pays qu'on couvre, donc on a beaucoup d'expérience, mais votre voix est importante. Je parle à la jeunesse ici. Votre voix est importante. Dites-nous comment vous pensez que nous pouvons mieux servir vos aspirations, répondre à vos préoccupations afin que quand vous allez partir, quand vous allez migrer, si jamais cela doit arriver, que ce soit après avoir vu les alternatives de votre pays, qui est le Cameroun, mais aussi que vous partez de façon régulière pour un meilleur retour pour le pays. Merci beaucoup, Excellence. On espère que ce message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds et que de nombreux jeunes vont vous entendre. Merci encore d'avoir accepté d'accueillir les équipes de stratégie ici pour la réalisation de ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Je saisis l'occasion de votre micro encore une fois pour remercier tous nos partenaires qui nous accompagnent, en tête desquels vraiment le gouvernement du Cameroun. Du fait que le chef de l'État est à 3 reprises, le fait que le pape ait parlé aussi de la migration dans leur discours a montré comment est-ce que cette question est importante. L'ensemble des sectoriels, je ne veux pas tous les citer, le ministère des Affaires sociales nous accompagne beaucoup, ou bien nous lead et nous accompagnons beaucoup ce ministère sur plusieurs aspects. Il y a aussi les partenaires financiers, donc mes donateurs, comme j'aime le dire, mais je préfère l'expression partenaire, l'Union européenne, le Canada, au plan humanitaire, CERF, le Japon, et je ne voudrais vraiment pas me tromper en ne mentionnant pas quelques-uns. Donc je vous dis à tous merci pour votre leadership, l'accompagnement que vous donnez au Cameroun et à sa jeunesse. Merci. Merci beaucoup, Excellence. Madame, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Stratégie. Merci à vous de nous avoir prêté une oreille attentive. Retrouvons-nous dans un mois avec le même plaisir. Bonsoir.